c'est qu'il faut oser. Alors il y a beaucoup de gens qui peuvent être d'accord avec mon diagnostic et puis qui n'arrivent pas à oser. Mais c'est normal. Les gens de ma génération, il y a 2 ou 3 dans la salle, ils savent très bien qu'on leur a appris tout le temps que la politique, c'était pas fait pour tout le monde. On ne vous l'a peut-être pas dit de façon totalement directe, comme ça, le matin à l'école, sûrement pas. J'espère. Mais c'est entré dans nos têtes. Parce qu'on a appris que c'était plutôt des postes réservés aux sachants, les gens de ma génération, aux parlants. Parenthèse, en tant qu'ancien technicien de collectivité, je ne vois pas de rapport qu'il y a entre savoir bien parler et être un bon élu. J'ai jamais compris. Alors, je peux m'expliquer à l'époque où il n'y avait pas de micro, il fallait convaincre. Bon. Mais maintenant, je pense quand même qu'il y a d'autres solutions pour convaincre. Donc, comment on fait pour convaincre les gens qui ont ça dans leur tête, là, et qui se disent, ben, moi je ne suis pas avocat, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas enseignant. Ben, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une Assemblée nationale, avec des catégories socio-professionnelles ou totalement absentes, ce qui est complètement invraisemblable, ou très 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 mal représenté. Et puis à nos enfants, on leur dit autre chose maintenant. Alors, les pauvres, ils se prennent les 2 couches. À nos enfants, on leur dit, pour être maître, il faut être expert en tout. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'être expert en une chose. Alors en tout, ça donne envie. Là, on se plante encore. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Ça prend sans doute en compte la réalité des petites communes. Mais pas du tout les communes qui ont du personnel. C'est-à-dire que là, on confond encore l'expert, le technicien, avec l'élu qui a une responsabilité politique. Moi, en tant que technicien, j'en avais rien à faire que mes élus soient compétents du tout. Je voulais qu'ils m'expliquent pourquoi ils voulaient une recade, comment ils allaient la payer et quelles allaient être les conséquences sur les gens. C'est-à-dire être sur les enjeux politiques, pas sur les problématiques techniques. Parce que si vous êtes sur des problématiques politiques, vous allez devoir vous former tout le temps et vous ne serez jamais satisfait parce que vous ne serez jamais compétent en tout. Alors que vous pouvez, sur le plan technique, vous reposer justement sur les techniciens et surtout ne pas demander aux techniciens de faire de la politique. Alors comment on fait pour oser, une fois qu'on a tout ça dans la tête? On a une Assemblée nationale, aujourd'hui 577 personnes, vous en avez 100 qui sont issus de l'ENA de Sciences Po. Vous en avez, je ne sais plus si c'est 10 ou 15% qui sont d'anciens parlementaires, non, d'anciens assistants parlementaires, donc des anciens techniciens de parlementaires. C'est ce que j'appelle dans mon bouquin la consanguinité politique. J'ai rien contre les gens de l'ENA, mais je sais que plus on ira dans ce sens-là, plus on fera croire d'une part aux élus qu'il faut qu'ils soient techniciens, d'autre part, on fera fuir les citoyens. Alors moi, mon petit niveau, que j'ai essayé de faire une première partie, je ne veux pas donner l'impression de faire de la pub, mais c'est comme ça que chacun essaie de se bagarrer, moi j'essaie de me bagarrer comme ça. Donc une première partie, non pas pour faire que le lecteur devienne un technicien de collectivité, ça sûrement pas, mais pour le rassurer. Mon parti pris, c'est de dire, si les gens acceptent de lire cette partie-là, ils seront un peu rassurés, parce que finalement, c'est peut-être pas aussi compliqué qu'on nous dit. Il y a la manière de présenter les choses, et puis il y a la manière de s'y intéresser. Prenons l'exemple alors ceux qui ont lu dans la salle pour confirmer, le chapitre le plus dur, c'est quand même le chapitre sur le budget. Là, je me suis pris de la façon suivante. J'ai dit, ça se passe comment un budget familial? Ça se passe comme ça. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de différent dans un budget municipal? J'ai montré les différences. Et puis je suis allé ensuite pour expliquer comment on pouvait repérer les enjeux à travers
les finances. Qu'est-ce qu'ils font nos élus avec les finances? Ne laissez pas embêter par les dizaines, centaines de lignes que vous allez avoir dans un budget. Allez à l'essentiel. J'ai montré les 7 points qu'il faut viser. Si vous visez ces 7 points, vous savez très bien ce que font les élus. Et si vous êtes présent à la présentation d'un budget, vous allez être catastrophé parce que généralement, on a un bon adjoint qui est en plus généralement un comptable ou quelque chose comme ça dans son métier, alors qui veut faire bien. Et vraiment, il veut faire bien, il n'a pas un mauvais esprit, mais il va vous faire 300 diapos. Et vous allez devoir l'écouter ligne par ligne. Bon, une petite minute, tout le monde est dans son téléphone. Mais vous n'avez rien contre le budget. Donc, moi, mon état d'esprit, c'était essayons de faire comprendre quels sont vraiment les enjeux, les choses à savoir pour pouvoir être plus à l'aise. Ça, c'est la première partie, mais ça ne suffisait pas. Je voulais également répondre à une critique que vous avez tous entendue, et moi le premier, c'est la politique locale, ça ne sert plus à rien. C'est plus là que ça se passe. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. S'il est vrai que je reconnais volontiers que je ne crois plus qu'on puisse faire de la politique à une échelle de 300 habitants, compte tenu de l'absence de moyens humains et financiers, je pense qu'on peut faire encore beaucoup de choses à des échelles légèrement supérieures. Et j'ai essayé de donner envie, notamment à des jeunes, de partir sur la politique simplement en disant « regardez ce qui a été fait ailleurs ». Alors, j'ai pris 5 exemples, franchement, ça correspond à mes goûts du moment, ou à mes questionnements du moment. J'aurais pu en mettre 500. Il y a plein d'élus qui essaient, avec des associations locales, avec des citoyens, de trouver des solutions pour mieux vivre, heureusement, localement en France. Et donc j'ai essayé de montrer, avec ces exemples-là, que par entente de ces 3 groupes, on réussit vraiment à bouger les montagnes et à changer la vie des gens. Alors, évidemment, les 5 utopies que j'ai prises, saillants pour la démocratie réinventée. Ensuite, je me suis intéressé à la revitalisation des centres-bourgs. Bon, c'est une question qui mobilise énormément en France en ce moment, mais qui mobilise de façon assez négative, puisque, en gros, ce qu'on entend toujours, c'est impossible. C'est impossible parce que les consommateurs ont changé d'habitude de consommation. Il faut qu'ils aillent dans la grande surface de la manière. Vous connaissez les arguments, ne perdez pas de temps là-dessus. Et moi, j'ai voulu voir une commune où ça se passait bien. Oudan, 3500 habitants, j'ai vraiment pas la mémoire des chiffres. 150, je crois. 150 vitrines en centre-bourg et pas une dent creuse. Et il y a un gros supermarché en périphérie. Ah, comment ils ont fait? C'est ce à quoi j'ai essayé de répondre, là, du coup, en tant que technicien. J'ai essayé de décortiquer ce que me disait le maire sur le plan technique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'ai pas le temps hein, aussi d'entrer dans chaque expérience que j'ai développée, mais il y a toute une série de leviers sur lesquels ils ont agi, en même temps pour certains, de manière décalée pour d'autres, mais qu'ils connaissaient dès le départ, avec une vraie programmation et un vrai plan de bataille partagé au niveau intercommunal. Ça a été une volonté politique de faire. Je connais pas du tout les élus de Oudan, hormis le maire que j'ai vu pendant 3 heures, qui m'a expliqué ce système. Donc je ne porte aucun jugement sur les élus de Oudan, je peux simplement dire qu'ils ont réussi le dossier aménagement et revitalisation du bourg. Ils ont travaillé sur la définition des types d'économie, de développement économique qu'ils voulaient, comment mettre les flux en centre-bourg, comment harmoniser les relations entre les grandes surfaces et les petites, et les commerces. Et ils sont plein d'autres choses, là aussi un chapitre. Et je vous cite juste un exemple pour montrer ce que c'est que la volonté politique. Eh bien, dans leur PLU, dans leur plan local d'urbanisme, qui est le document le plus important dans une commune qui va permettre de travailler sur, de programmer l'avenir de la commune sur des questions de gestion foncière, de développement économique, de protection de l'environnement, etc., etc. Donc c'est vraiment pas de la note PLU. Eh ben, ils ont écrit carrément dans leur PLU, il sera interdit
de vendre des pas de porte pour en faire des logements, des pas de porte, excusez-moi, des pas de porte de commerce et de détail, pour en faire des logements, pour en faire des banques, pour en faire des assurances, etc. etc. J'ai dit non, attendez, il n'avait quand même pas écrit ça dans le PU. Il me dit venez, il m'emmène dans le bureau d'urbanisme, sortez-le, le PU. Et là, j'ai mis la citation exacte du PU, tellement ça paraissait invraisemblable, non pas sur le plan juridique, mais sur le plan politique. Je me suis dit, mais comment ils ont le courage d'écrire un truc comme ça? Ils ont dû avoir des volets de bois vert. Eh bien, apparemment, ça va bien. Les élections, donc ça, c'est un bon signe pour eux. Ensuite, je suis allé à Saint-Étienne et ailleurs pour traiter la question du bio. Comment les élus s'emparent du bio? Alors, en tant que technicien dans le poste où j'étais, j'avais beaucoup de contact avec les élus et sans cesse, j'entendais dire ah ben non, mais le bio, ça c'est pas possible. Là, il y a les marchés publics qui l'interdisent, de toute façon, il n'y a pas assez de production dans le coin, les parents ne sont pas d'accord, ça va coûter beaucoup plus cher. Vous connaissez tous les arguments. Mon chapitre, il a pour objectif d'expliquer que juridiquement c'est possible et qu'il y en a qui réussissent, mais qui réussissent différemment. C'est pour ça que je suis allé dans deux sites. Saint-Étienne l'organise par le biais du privé et Niort l'organise par le biais du public. Et je trouvais intéressant de montrer les avantages et les inconvénients des deux systèmes, puisque ça marche dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et puis, j'ai voulu aussi montrer un exemple. Au moment où j'ai écrit le bouquin, c'est le début des restrictions. Vous avez entendu parler des restrictions de l'État sur les dotations des communes. Et de nombreuses communes ont supprimé ont diminué les subventions culture comme réponse à cette situation de crise. Moi, je me suis dit, est-ce qu'il existe une commune où il s'est passé l'inverse? Est-ce qu'il y en a qui ont développé leur économie par la culture? Alors, j'avais vaguement entendu parler, je n'étais jamais allé à Marciac, qui a donc un festival de jazz, s'il y a des gens dans la salle qui ne le savent pas, ce qui m'étonnerait, mais j'en avais entendu parler sans savoir ce que c'était. Alors là aussi, je suis tombé du cul. On ne dit pas cette expression chez vous, c'est vulgaire. Ça doit vous poser. C'est sur le... D'accord. Il faudrait que je m'adapte. Qu'est-ce que c'est Marciac? 1500 habitants. Ça fait des décennies qu'ils reçoivent 270 000 personnes pour leur festival de jazz chaque année. Ils ont commencé par sauver leur collège. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une section, une option jazz. Et vraiment, ils l'ont sauvé in extremis. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre des quotas pour que les élèves de leur région puissent avoir de la place pour aller dans leur collège. Leur festival qui dure 20 jours, d'emblée, ils ont dit on ne veut pas que ça dure 20 jours et qu'après, ça soit désert à la Marciac. Alors, ils n'ont pas plaisanté. Ils ont créé une salle de spectacle de 500 places. Je vous ai dit le nombre d'habitants? 1500. Alors, 500 places. Et ils ont une programmation de spectacles de 50 spectacles de niveau national dans cette salle-là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Ça a été un appel d'air pour des gens qui sont intéressés par ce genre de démarche. Et les abonnés de la salle de Marciac, ils viennent de Toulouse, ils viennent de toute la région. Évidemment, comme c'est relativement loin, tout en étant accessible, ils prennent des chambres d'hôtes, etc., etc., etc. Donc le développement économique, il s'est complètement emballé autour de cette histoire de jazz. Et je me souviens avoir dit au maire, mais quel rapport il y a entre le jazz et votre commune? Et les habitants? Les habitants sont plutôt des viticulteurs, des agriculteurs, etc. Et il me répond, c'est un truc incroyable, ça aurait pu être la danse classique. Et puis j'ai aussi fait un chapitre sur une situation totalement désespérée, sur un canton qui m'est cher, le canton de Ménigoutte, de Sèvres, où là vous avez une situation vraiment désespérée, puisque vous avez 40% de la population qui part en même temps. C'est plus de l'exil, c'est plus de l'exil rural, c'est de l'hémorragie. Et ils ont développé un certain nombre de choses autour de la valorisation de leur paysage. Et ce sont des emplois qu'ils ont créés autour de ça, mais plus que ça. Ils n'ont pas non plus créé une usine à la campagne, encore qu'ils ont créé une université à la campagne.
autour du cinéma animalier. Mais ce qu'ils ont fait surtout, qui est fondamental, c'est qu'ils ont redonné la fierté aux gens qui peuvent se réimaginer un avenir sur le plan local.